Bonsoir à tous, c'est le 22h de Public Sénat, voici les titres de cette édition. Georges Tron, bientôt fixé sur son sort. Après 2 jours en garde à vue, l'ancien ministre pourrait être mis en examen pour des viols présumés sur 3 femmes. Il pourrait échapper en revanche à une détention provisoire. La France de la fraude, dénoncée par les parlementaires, fisc, services sociaux ou douaniers, le gouvernement est à la lutte. Analyse dans ce journal par notre chroniqueur Jean-Louis Gombault. Et puis notre débat spécial sénatorial à 3 mois du scrutin qui renouvellera en septembre la moitié de la Haute Assemblée. Nous débattrons ce soir des territoires avec nos invités, les sénateurs Yves Crattinger et Éric Doligé. Et puis l'invité politique de ce 22h, Françoise de Panafieux, la députée UMP de Paris. Je vous le disais en titre, information judiciaire ouverte donc contre Georges Tron. Le parquet d'Évry a ouvert une information judiciaire pour viol et agression sexuelle en réunion par personne ayant autorité. L'ex-ministre est donc ce soir directement sous la menace d'une mise en examen. Le parquet n'a toutefois pas demandé de détention provisoire. Un juge des libertés devra examiner l'imposition d'un éventuel contrôle judiciaire. L'avocat de Georges Tron juge hardi ce soir les charges qui pèsent contre son client. Elle a choisi la Seine-Saint-Denis et la ville de Montfermeil pour annoncer sa candidature. Christine Boutin se lance donc dans la course à l'Élysée, sourde aux appels de l'UMP au Rassemblement de la droite. Christine Boutin, une déçue du sarkozysme qui entend désormais défendre la dignité de l'homme dans toutes ses dimensions. On l'écoute. Est-ce que rien n'aurait été tenté depuis 5 ans? Si, il est vrai qu'avec une certaine détermination, il a été essayé de faire passer le cap de la mondialisation à notre pays. De nombreuses réformes nécessaires ont été votées, mais rien de fondamental sur les questions essentielles sans lesquelles il est vain d'espérer un redressement rapide et durable de notre pays. Christine Boutin qui sera à Lyon à la fin de ce mois sur les thèmes de la protection de la vie et de la bioéthique. Le scandale du Mediator, il n'en finit pas de faire bouger les lignes dans le monde sanitaire. Un nouveau rapport de l'Inspection générale des affaires sociales suggère de revoir en profondeur le système du médicament. Plus de transparence et plus de contrôle. Julie Hulin. 7 mois après l'éclatement du scandale Mediator et un premier rapport sur la responsabilité directe du laboratoire Servier, ce nouveau rapport préconise de profondes modifications du système de santé, à commencer par une réduction du nombre de médicaments, ainsi que la simplification du système de communication autour des effets indésirables pour pouvoir au plus vite déclarer un médicament dangereux. Autre problématique mise en avant, les relations nébuleuses entre l'Agence de sécurité sanitaire et les laboratoires. Le rapport préconise donc un meilleur contrôle des laboratoires, un système d'information confié à un organisme public et de façon plus radicale, la suppression des visiteurs médicaux qui réalisent la promotion des médicaments auprès des médecins. Une réforme d'envergure qui demanderait une totale reconstruction de la politique de médicaments. Est-ce que le gouvernement est capable d'affronter le lobby de l'industrie pharmaceutique pour mettre en œuvre ces réformes? Parce que ces réformes, évidemment, pour être efficaces, doivent remettre en cause un certain nombre de privilèges dont bénéficie aujourd'hui dans notre pays l'industrie pharmaceutique. La pression est désormais sur les épaules du ministre de la Santé Xavier Bertrand, qui présentera demain les grandes lignes de la réforme du médicament. On savait les hydrocarbures ou encore les matières plastiques à l'origine de la pollution des mers. Il faudra désormais y ajouter les crèmes solaires ou encore les médicaments. Surprenante et inquiétante conclusion du rapport du sénateur Jean-Patrick Courtois qui a pris le pouls d'une Méditerranée toujours malade. Margot Brio. À l'heure où des milliers de touristes s'apprêtent à plonger dans la Grande Bleue, ils seront prévenus. La Méditerranée, c'est bien sûr ses coquillages et ses crustacés, c'est aussi des pesticides, des hydrocarbures, du plastique ou encore des nitrates. Le sénateur Roland Courteau tire la sonnette d'alarme. S'il est urgent de lutter contre ces contaminations, il faut aussi s'attaquer à de nouvelles formes de pollution, comme les médicaments ou, plus surprenant, les crèmes solaires. C'est un cri d'alarme. Aujourd'hui, cette mer est encore en relative bonne santé. Mais il n'est pas trop tard pour agir. Mais il est juste temps
Je ne saurais trop attirer l'attention de la communauté internationale sur cette situation. Je le rappelle, il est juste temps. La Méditerranée n'est pas un cas isolé, sauf qu'elle est très petite. Elle représente seulement 0,8% de la surface des océans. Elle est aussi semi-fermée. Il lui faut donc plus d'1 siècle pour se renouveler. Changement climatique, mais surtout pression démographique et urbanisation font peser une réelle menace à horizon 2030. Et le rapport pointe du doigt les mauvais élèves, les pays du Sud, pas encore assez concernés par le problème. C'est aussi une mauvaise gestion de la lutte anti-pollution qui est mise en cause. Pourtant, les structures ne manquent pas, du plan d'action Méditerranée à l'Union pour la Méditerranée, en passant par le Grenelle de la mer, la gouvernance reste encore trop dispersée. Et tout de suite, l'invité politique de notre journal, Françoise de Panafieux, députée UMP de Paris. Bonsoir Françoise de Panafieux. Bonsoir. Alors vous n'êtes pas la dernière pour fustiger, pour montrer du doigt le machisme ambiant, celui qui règne dans votre parti, l'UMP, celui qui règne également au Parlement ou même dans l'ensemble de la société. Juste un mot peut-être de réaction sur cette dernière affaire, l'affaire Georges Tron. Est-ce que cette affaire pour vous est symptomatique de quelque chose ? Écoutez, je me garderai d'en parler, tout simplement parce que, comme tous les autres, d'ailleurs je n'ai pas eu accès au dossier. Je n'en connais que ce que je lis dans la presse et nous devons rester irréprochables sur la présomption d'innocence. Je ne suis pas une justicière, la justice fait son travail et moi je fais mon travail de parlementaire. Mais si je dois rester irréprochable sur la présomption d'innocence, il faut aussi être intraitable sur le droit des victimes présumées et ne jamais cesser aussi d'y penser. Elles doivent être entendues, la justice doit rendre son verdict et à ce moment-là seulement, nous pourrons en parler. Alors il y a d'autres affaires, je pense en particulier à l'affaire DSK. Est-ce que ces affaires qui font l'actualité en ce moment sont de nature à faire avancer la cause des femmes ? Je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Je pense que c'est vrai qu'une forme de parole s'est libérée, peut-être, chez les femmes, mais je pense qu'elles devaient se libérer. Le moment était venu. Vous sentiez ça dans votre vie quotidienne de je femme le de sentais, tous les mais mon parti, qui n'est pas évidemment, comme vous avez dit, qui est un peu reparler. misogyne, mais l'avait senti aussi, puisque Jean-François Copé avait porté avec Marie-Jo Zimmermann une loi exigeant de la part des entreprises que la présence des femmes soit effective, par exemple, dans les conseils d'administration. Et puis là, nous avons choisi d'aller plus loin à travers une convention qui s'est tenue hier. Et c'était courageux de faire cette convention parce que nous savons que nous avons une épine dans le pied, nous savons que le bas blesse. Mais pourtant, Jean-François Copé a choisi de mettre le problème sur la table, de désigner les endroits justement qui sont sensibles et d'apporter des solutions. Bon, maintenant, il va falloir passer de la parole aux actes et voir comment les choses vont suivre. Courageuse du patron de l'UMP, Jean-François Copé, pour un parti que vous qualifiez de misogyne. Bien sûr, mais le parti est misogyne. Mais Jean-François Copé est arrivé il y a quelques mois à la tête de ce parti politique. Et on ne révolutionne pas tout en quelques mois. Simplement, c'est vrai que quand vous regardez les estrades, elles sont quand même presque exclusivement masculines encore. Et c'est vrai que nous avons du mal à nous faire entendre à l'Assemblée nationale. Nous sommes l'Assemblée représentative de la nation, comme vous le dites si bien dans vos journaux télévisés, et pourtant nous ne sommes que 18% de femmes à l'Assemblée nationale, alors que par ailleurs, dans la société civile, nous sommes près de 52%. Donc on voit bien le décalage qu'il y a, ne serait-ce d'ailleurs qu'entre les mots et la réalité. Alors parlons de l'UMP. Qu'est-ce qu'il y a de plus urgent à faire pour, j'allais dire, ouvrir grandes les portes aux femmes? Est-ce qu'elles doivent intégrer massivement aujourd'hui les instances dirigeantes du parti, par exemple? Mais à tous les niveaux, nous devons les retrouver. Mais j'allais dire d'une manière paritaire. Il s'agit de réparer une injustice. Il ne s'agit pas subitement pour les femmes de s'emparer de tous les pouvoirs. C'est pas le sujet, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qui freine? Je pense que tout est question d'harmonie. Qu'est-ce qui freine? Et en ce moment, c'est vrai que la situation est déséquilibrée. Ce qui freine, c'est probablement de deux côtés. Il y a deux pistes. Il faut bien savoir que quand vous êtes parlementaire et que vous habitez la province, cela exige de vous d'être absent de votre foyer sûrement 2 jours et demi, voire 3 jours par semaine. Au moins, au moins.
Ce qui exige des contraintes énormes familiales. Ce qui est une contrainte familiale énorme, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Et probablement que jusqu'à une période récente, les femmes ont eu plus de difficultés à intégrer cette contrainte possible. Donc il faut prendre cela en compte. Mais la société évolue, on voit bien que les hommes évoluent aussi, que notre discours d'ailleurs tenu dans la Convention hier s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes, puisqu'aujourd'hui les hommes considèrent leurs épouses, leurs compagnes, leurs filles d'une manière parfaitement égale à leur considération pour les garçons. Il y a évidemment un autre frein qui tient aux partis mêmes, qui ont été exclusivement des partis d'hommes jusqu'à une période assez récente. Et ça, c'est l'histoire de la politique. Et c'est l'histoire de la politique. Simplement, ce que je dis aussi, c'est qu'il y a 11 ans de cela, nous avons voté une loi sur la parité à l'Assemblée nationale, droite et gauche confondues. Et qu'en 11 ans, nous nous retrouvons 18% de femmes à l'Assemblée nationale. Un peu plus au Sénat, hein, en proportion. Un peu plus au Sénat. Mais il y a quand même un moment où on se dit qu'il faut quand même faire bouger les choses et que ça ne peut pas durer comme ça. Mais est-ce qu'une loi peut véritablement changer les choses? Vous évoquiez les freins tout à l'heure, historiques, culturels en la matière. Une loi, ça peut pas régler un problème pareil. Ça ne peut pas tout aussi régler. Vite en tout cas. Je veux dire, on ne réglera pas tout en un coup de cuillère à peau. Et il est évident qu'on ne peut pas dire aux hommes, sous prétexte que la parité n'est pas à l'Assemblée nationale, tu as été un très bon élu lors de la précédente mandature, mais tu es bien gentil et tu te pousses maintenant parce qu'il faut faire la place aux femmes. Ça serait inadmissible. Ça serait inadmissible. Simplement, il ne faut pas que lorsqu'une circonscription est réputée comme gagnée ou facilement gagnable, ce soit systématiquement attribué aux hommes. Et il faut aussi, lorsqu'il y a des nouvelles circonscriptions, lorsqu'il y a des nouveaux élus à désigner par les commissions d'investiture, qu'elles fassent attention à respecter la parité. Et pas forcément les femmes dans les secteurs perdus d'avance, mais des femmes aussi dans les secteurs très gagnables. Vous pensez que, vu le contexte politique, j'allais dire général de la société ambiant d'aujourd'hui, est-ce que ces problèmes de parité peuvent être au cœur de la présidentielle de 2012 ? Je pense que ça peut être un vrai, en tout cas de la place de la femme. Vrai enjeu. La place de la femme dans la société. La place de la femme dans la société peut être un vrai enjeu. Vous considérez quelque part nous avons un enjeu qui est lié à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la loi. Oui. Lorsque nous votons une loi, nous allons vers la population et nous lui disons la loi a été votée, vous devez la respecter. Mais comment tenir ce discours quand nous-mêmes ne respectons pas les lois que nous votons ? Donc il y a un moment où, quand vous dites mais est-ce que les choses passent par la loi? Oui, elles passent aussi par la loi, parce que quelque part les députés et les sénateurs, les parlementaires ont un devoir d'exemplarité. Quand ils votent une loi, ils doivent la respecter, se donner peut-être des délais pour le faire, mais en tous les cas la respecter. Et si nous voulons que la population nous suive et nous croie, eh bien il faut que nous sachions aussi donner l'exemple. Alors, quelques petites questions rapides pour terminer. La tête de liste UMP au sénatorial à Paris, en tout cas, c'est Chantal Joanneau, une femme, une bonne chose. Oui, elle est jeune, elle représente un renouveau. Il y a une vraie explication politique à sa présence à la tête de la liste. Christine Lagarde, peut-être bientôt la grande patronne du Fonds monétaire international. Là encore, c'est une femme, une bonne nouvelle pour les femmes. Oui, et puis un vrai panache. Ouais. Là, c'est une femme très exceptionnelle, très atypique aussi dans notre milieu politique, et qui sait admirablement représenter la France à l'étranger. Elle est respectée à l'intérieur de nos frontières, mais à l'extérieur aussi, elle est très très respectée. Est-ce que vous pouvez imaginer une femme à la tête de l'État en mai 2012 ? Pourquoi pas ? Bien sûr, bien sûr. Certaines sont en lice, on évoquait Christine Boutin. Certaines sont en lice. Le combat politique va être difficile. Vous évoquiez tout à l'heure Christine Boutin, il y en a beaucoup d'autres. Mais j'espère en tous les cas que dans notre camp, nous saurons nous rassembler. Et j'en profite pour le dire puisque vous parliez de Christine Boutin. En 2002, elle avait choisi de se présenter. En 2007, elle était aux côtés de Nicolas Sarkozy dès le départ. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à un stade où celles et ceux qui ont des choses à dire mettent les cartes sur la table en disant je veux participer au débat et je suis candidate à la présidentielle. Et puis on va voir comment les choses vont se décanter. Elles se décanteront à mon avis au début de l'année prochaine. Merci beaucoup Françoise Le Banafieux de votre visite ce soir sur notre plateau. Merci à vous. Un sujet qui revient régulièrement dans l'actualité, la fraude. Les fraudes, devrait-on dire, fraude fiscale, fraude aux services sociaux. Pour l'État comme pour les organismes sociaux, les préjudices sont parfois considérables. Le gouvernement a détaillé aujourd'hui son plan de lutte pour les combattre. Patrick Jean-Pierre.
La chasse aux fraudeurs est lancée. Un rapport de parlementaires souligne que ce sont près de 20 milliards d'euros de prestations sociales par an qui passeraient sous le nez de l'État. Allocations familiales, arrêt maladie, RSA détournés représenteraient un manque à gagner estimé entre 2 et 3 milliards d'euros. Les fraudes au prélèvement, cotisations patronales, salariales, travail au noir, entre 8 et 16 milliards d'euros. La fraude aux finances publiques coûte cher. Le ministre du Budget, François Baroin, l'a rappelé ce matin au Conseil des ministres. L'an dernier, un peu plus de 3 milliards d'euros de fraude ont pu être détectés, en majorité due à la fraude fiscale. Il n'y aurait pas pour autant plus de fraudeurs, précise le ministre, mais plus de contrôle. Loin des idées reçues, l'arnaque à l'argent public est plus importante en volume et en montant chez les entreprises que chez les particuliers, selon la brigade de contrôle et de recherche de l'Hôtel des Finances et l'URSSAF que nous avons contacté. Ainsi, 10 à 12% des entreprises pratiquent le travail au noir, 5 à 7% des salariés ne sont pas déclarés. La lutte contre le travail au noir a représenté plus de 185 millions d'euros en 2010. Le ministère du Budget compte bien renflouer ses caisses avec toute cette manne financière. Une brigade spéciale et des comités départementaux antifraude veillent et traquent la moindre escroquerie. Voilà pour ce sujet. Bonsoir Jean-Louis Gombault. Bonsoir Pierre. Alors un rapport parlementaire qui dévoile un petit peu l'ampleur de ces fraudes, un bilan aussi, celui de la lutte contre ces fraudes, faites ce matin également par François Baroin pour le gouvernement. Est-ce qu'on peut considérer cette lutte contre la fraude, elles sont très nombreuses, comme aujourd'hui efficaces? Alors écoutez, les chiffres parlent d'eux-mêmes, on va en donner un certain nombre malheureusement. François Baroin parle de 3,5 milliards d'euros, c'est-à-dire ce que l'État a récupéré sur l'ensemble de ce qui lui a été spolié, aussi bien en tant qu'État que sur le plan de la sécurité sociale. C'est divisé en deux, 3 milliards pour l'État en tant que tel, et 500 millions d'euros ont été récupérés, ce qui a été spolié à la sécurité sociale. Alors, est-ce que c'est beaucoup? Malheureusement, on n'a pas une évaluation officielle, globale, de l'ensemble des fraudes et sociales et d'ordre étatique, public, fiscal. On parle généralement de 50 milliards d'euros pour le total. Un chiffre à la louche. Hein. Un chiffre à la louche, mais il y en a un qui est encore un petit peu moins à la louche, c'est celui que nous ont présenté les parlementaires ce matin. Ils disent que la fraude sociale, celle qui concerne la sécurité sociale, serait de 20 milliards. Donc autrement dit, 30 milliards pour l'État. L'État récupère là-dessus 3 milliards. Autrement dit, la récupération publique serait de l'ordre de 10% de ce qui lui a été spolié. En revanche, la récupération par la sécurité sociale de ce qui lui a été spolié, elle a récupéré 500 millions, serait 2,5%. Donc, ces deux chiffres montrent que quand même, il reste beaucoup à faire. Mais beaucoup a déjà été fait, mais il faut dire que l'État se soucie de ses affaires depuis simplement 2 ou 3 ans. Avec des nouveaux outils également. Avec des nouveaux outils, notamment le croisement des fichiers, qui est en fait la clé de tout, évidemment. Ce qui fait que la récupération a augmenté de 25%. Et comme cela vient d'être dit, ça ne veut pas dire que la fraude a augmenté de 25%, mais ça veut dire que l'État, maintenant, se coltine la lutte contre les fraudeurs de manière assez sérieuse. Alors vous venez de le dire, hein, l'État qui a réussi à reprendre 3,5 milliards, 3,5 milliards sur l'ensemble des fraudes. Ce chiffre, à comparer aux dépenses de l'État, aux recettes générales de l'État ou de la sécurité sociale, ça représente quoi finalement? Alors, c'est là où on voit quand même que la question n'est pas dramatique. Bon, prenons simplement le chiffre le plus élaboré, celui des parlementaires ce matin, ce qui a été spolié à la sécurité sociale. Les parlementaires nous parlent de 20 milliards d'euros. Là-dedans, il y a à peu près 15 milliards qui viennent des entreprises, c'est-à-dire que les 3/4 des entreprises, essentiellement le travail au noir, comme ça vient d'être signalé, et puis 5 milliards, ce que j'appellerais la petite délinquance, le type qui va truander un peu les allocations familiales, Pôle emploi, qui touche des allocations qu'il ne devrait pas toucher. Donc on est sur 20 milliards. 5 milliards de petite délinquance. Quand vous voyez que la Sécurité sociale distribue 500 milliards d'euros par an, vous êtes sur 1% de l'ensemble des dépenses. Donc, ce n'est quand même pas considérable. Maintenant, si vous prenez l'ensemble de la spoliation dont sont victimes l'État et la Sécurité sociale, ça représenterait 2,5% du PIB. On est loin de la Grèce qui est à 25% et même de la Belgique ou de l'Italie qui sont à 20%. Merci beaucoup Jean-Louis de vos éclairages, une fois encore. Dans 3 mois, les sénatoriales, une échéance politique majeure, prélude à la présidentielle de 2012. Le Sénat, qui, vous le savez, par la loi, représente les territoires. Eh bien, c'est le sujet de notre débat dans quelques instants avec nos invités.
Et au Sénat, justement, l'opposition qui passe à l'offensive sur ces sujets en plaidant en faveur d'un nouveau pacte territorial. Un texte sera proposé en ce sens, rétablir l'égalité entre les territoires et les villes et surtout le monde rural. Regardez ce reportage, Jérôme Rabier. Maternité, hôpitaux, écoles ou encore tribunaux, il est parfois difficile d'y accéder dans de nombreuses zones rurales. Pourtant, l'égalité de traitement des citoyens est garantie par notre Constitution. Pour le PS, il s'agit là d'une véritable discrimination géographique. Car sans service public, les territoires ruraux peinent à attirer population ou entreprises, notamment en ce qui concerne l'école. La présence d'une école dans une commune, c'est une condition sine qua non pour qu'un médecin vienne s'implanter dans un bourg, pour que des familles viennent s'installer. Donc, nécessité d'avoir ce maillage au niveau scolaire. Le PS propose donc qu'une école primaire soit placée à maximum 10 minutes en voiture de toute habitation, 30 minutes pour un hôpital ou encore 45 minutes pour une maternité. La proposition de loi du Parti socialiste a pourtant peu de chances d'être adoptée, l'UMP s'y opposant tant sur le constat que sur les mesures envisagées. On voit bien que cette proposition de loi reprend ce qu'on entend tous les jours du Parti socialiste vis-à-vis de la ruralité. Donc c'est leur droit, mais pour nous, nous nous inscrivons dans la politique du gouvernement qui se préoccupe de la ruralité. Un sujet que le PS compte bien continuer de porter, et ce dès 2012 et l'élection présidentielle. Alors, je vous présente nos invités qui nous ont rejoints sur notre plateau. Yves Cratinger, bonjour, sénateur socialiste de la Haute-Saône. À vos côtés, votre collègue Éric Doligé, sénateur UMP cette fois, et du Loiret. Bonjour. En face de vous, je vous présente mon confrère Michel Urvoy, il est journaliste à Ouest France, en charge de cette fameuse campagne sénatoriale qui est en cours en ce moment. Alors, on va parler des territoires ce soir. Est-ce que vous qui suivez cette campagne sénatoriale, est-ce que ces sujets, les collectivités locales, les territoires français, les zones rurales, eh bien, sont au cœur de cette campagne? Est-ce que ça intéresse les sénateurs en campagne? Que ça intéresse les sénateurs en campagne, oui. Ça intéresse peut-être moins les Français parce qu'ils ont toujours du mal avec une élection qui est à double détente et ils ne comprennent pas toujours que les sénateurs sont les élus des élus. Cela dit, la question des territoires est vécue de manière très concrète et de manière très sensible, je dirais, accrue sans doute cette sensibilité par la conjoncture, par la crise. Mon sentiment est que le Sénat, mais c'est aussi vrai de l'Assemblée nationale, se trouve un peu au cœur d'une contradiction majeure où il doit à la fois tenir les comptes de la Maison France, limiter les déficits, appliquer la fameuse RGPP, la réduction de la dépense publique, et en même temps défendre des territoires, ce qui est quand même une des missions particulièrement du Sénat. Et toute l'actualité que l'on observe encore ces jours-ci avec les écoles, mais avant avec les hôpitaux, avec la justice, etc., tourne autour de cette question-là. Et comment ne pas faire souffrir les territoires? Comment, Yves Cratinger, eh bien, vous vivez cette contradiction sénatoriale que vient de mettre en avant mon confrère? Il y a contradiction parce que la physionomie actuelle du Sénat ne correspond pas exactement à ce que sont les collectivités aujourd'hui. Il y a quand même quelque chose qui est un problème. Il y a une majorité de collectivités qui sont gouvernées par une sensibilité qui est la gauche aujourd'hui, ça n'a pas toujours été la gauche, et il y a une majorité sénatoriale, jusqu'à présent inamovible, qui est de droite. Et donc il y a une première contradiction. Et donc la majorité sénatoriale, qui probablement aime les territoires autant que nous, est mise en difficulté, parce qu'elle doit évidemment se situer dans la démarche du gouvernement, qui n'a pas, avec les territoires, une relation, je dirais, de confiance. Et donc, nous sommes au cœur de contradictions qui tiennent au mode électoral des sénateurs. Au-delà de ça, Yves Doligé, est-ce que c'est difficile de réduire les déficits et en même temps, comme le soulignait M. Urvoy, de défendre les territoires? Dans une société en difficulté, rien n'est facile, bien évidemment. Certes. Et donc on est dans un monde en difficulté, on est bien obligé de prendre en considération la réalité. Alors demander un peu de sacrifice ou faire des efforts, ça n'est jamais aussi simple que d'ouvrir les cordons de la bourse. Moi, personnellement, je pense que j'arrive, avec beaucoup de mes collègues, sur le territoire sur lequel je suis plus particulièrement implanté, eh bien, à expliquer sans difficulté
qu'on est obligé de restructurer, de réorganiser, de faire en sorte d'harmoniser un certain nombre de choses, d'économiser là où c'est possible. Et ce n'est pas parce qu'on fait des efforts d'économie qu'on a forcément une qualité du service qui baisse. En tout cas, je pense pouvoir le démontrer sur le territoire sur lequel je suis présent. Et a priori, les électeurs, en l'occurrence les grands électeurs, ne m'ont jamais mis en défaut sur ces problèmes-là. Donc il faut être... Mais vous savez, les grands électeurs sont aussi des gens qui gèrent leur territoire et qui savent aussi pour eux-mêmes... municipaux, conseillers généraux, conseillers régionaux. Municipaux, généraux, régionaux, les parlementaires, mais enfin ceux qui gèrent leur territoire au quotidien, qui sont 95% de nos électeurs, ils savent ce que c'est que de gérer les cordons de la bourse et de faire des choix. Et en l'occurrence, on est là pour aider à faire des choix, mais aussi pour apporter des améliorations sur le terrain. Donc moi, je pense qu'on a un rôle très important et que finalement, on ne défend pas si mal. Alors bien sûr, mon collègue Rattinger, lui, ses électeurs lui font confiance. La preuve, c'est qu'il est élu. Il est élu, bien sûr. Moi, a priori, ils me font confiance aussi. Oui. C'est donc qu'on est quand même capable d'arriver à faire avancer les choses avec les moyens que l'on a. Est-ce que les sénateurs que vous êtes peuvent œuvrer également pour vos propres territoires? Vous, par exemple, Yves Rattinger, dans votre département, la Haute-Saône. Oui, forcément. Enfin, c'est peut-être pas directement au Sénat, mais le fait d'être un élu national ouvre des portes. On ne peut pas le nier. Vous l'avez constaté, ça? Oui, je l'ai constaté, parce que j'ai été, avant d'être sénateur, président du Conseil général. Je sais que les portes s'ouvraient, mais plus lentement que quand on est parlementaire. Et puis, l'accès à un certain nombre d'informations, de débats, disons, de questions qui sont posées par les uns par les autres ouvre l'esprit. C'est un lieu où on apprend beaucoup et où on s'enrichit du dialogue, y compris avec les concurrents. Je crois que le Sénat est un lieu où la qualité prime peut-être plus souvent qu'on ne l'imagine généralement. Éric Deligé, c'est également votre opinion. Vous êtes amené à aider, à œuvrer pour votre département de Loiret. Vous savez, on a les mêmes fonctions. On est président du Conseil général tous les deux, et puis on est sénateur. Donc on est habitué à avoir un peu une dualité, c'est-à-dire qu'on représente un territoire, notre canton, et on représente un canton. Et là, en l'occurrence, on représente un territoire, un département, et puis on est élu national. Donc effectivement, il faut faire la part des choses. Mais il est beaucoup plus facile d'être un élu national pour représenter son territoire et pour pouvoir avoir des actions en matière d'aménagement du territoire, en matière de soutien à des grands projets, pour aller défendre auprès des ministres, parce qu'on sait que la plupart des choses se passent à Paris, dans la capitale. Donc quand on est dans le monde rural comme nous, eh bien, on peut avoir un rôle extrêmement important pour défendre nos territoires. Alors parlons-en des zones rurales, vous venez de les évoquer. Est-ce que c'est pas là que se trouvent les priorités absolues pour défendre les territoires dans l'avenir, Yves Rattinger? Aujourd'hui, elles sont devant plusieurs questionnements qui deviennent essentiels et sur lesquels on devra apporter des réponses. Il n'y a pas d'ordre, mais j'en prendrai quelques-uns. L'aménagement numérique du territoire devient un vrai problème. Et les élus, mais aussi les citoyens, se posent énormément de questions. L'accès à Internet. L'accès à Internet. Mais plus que ça, le débit qui est délivré compte beaucoup. La couverture médicale dans les territoires ruraux devient un problème préoccupant et beaucoup de nos concitoyens nous posent ces questions. Ça, ce sont des questions concrètes. Alors, il y a celles des services publics qui méritent des nuances dans les réponses. La Poste s'est plutôt bien adaptée, même si certains critiquent le dispositif. L'école aujourd'hui est en débat. On l'a vu ces derniers jours. On ne peut pas nous dire qu'on va supprimer les classes, supprimer les postes en maintenant les classes. Il y a un moment donné, il y a des grands écarts. Il y a toujours des écoles, même dans les zones rurales. Disons que les questions remontent du monde rural aujourd'hui, qui a peur de se trouver, je dirais, isolé du progrès et du mouvement, disons, qui est celui de la nouvelle société numérique, branchée, etc. Et ça, c'est une vraie question aujourd'hui. Michel Urvoas, vous l'avez constaté, vous aussi? Oui, je l'ai constaté. Alors, je voudrais à la fois abonder et corriger ce qui vient d'être dit. Je pense qu'un des grands débats d'avenir sur l'aménagement du territoire, c'est la réduction des inégalités. Entre les territoires. Entre les territoires. Oui, inégalités entre Paris et la province, entre les grandes villes et les régions, entre les régions entre elles, entre les départements entre eux. On voit bien les situations budgétaires, par exemple, des départements. Il y en a quand même quelques-uns où c'est très tendu, là où il y a le plus de besoins sociaux et là où il y a le moins de recettes. Donc il y a des inégalités à corriger. Sur le numérique, j'apporterai une nuance, non pas pour contredire ce que vous venez d'expliquer, mais pour dire que la fracture numérique, elle n'est pas uniquement géographique. Je pense qu'elle est aussi sociale, elle est aussi générationnelle, et donc on la retrouve aussi
en ville, elle est liée au niveau culturel, elle est liée au pouvoir d'achat, à la capacité à payer un abonnement, tout simplement. Elle est liée à la capacité à utiliser, c'est-à-dire à être à l'aise avec un ordinateur, avec Internet, etc. Donc, voilà, ce sont des fractures. Mais on voit très bien quand même que le plan de développement du très haut débit met les territoires ruraux dans une attente très longue qui va devenir très préoccupante. Éric Deligé, vous partagez le diagnostic fait par votre collègue socialiste. Il est une évidence. Sur les zones rurales, bien sûr. Ouais, il est évident. D'abord, tous les territoires ne sont pas égaux, comme vous le disiez tout à l'heure. Bien évidemment, vous avez des zones rurales de montagne, des zones rurales de plaine, à proximité de Paris, loin de Paris, près de la mer, etc. Donc on a chacun nos caractéristiques. Et cela renforce, pour moi, l'idée que les élus ont un rôle considérable à jouer. Parce que si on laissait tout centraliser au niveau parisien, il est bien évident qu'on ne s'intéresserait pas à nos problématiques rurales. Et notre rôle à nous, c'est de rééquilibrer les territoires. Et le travail que l'on fait en permanence, Yves Crattinger vient de le dire en ce qui concerne le très haut débit, mais on le fait en matière de transport, en matière d'implantation d'un certain nombre d'infrastructures pour irriguer, égaliser les territoires. Je ne m'inquiète pas beaucoup pour les grandes villes. Ils ont les services techniques, ils ont les moyens, ils ont la connaissance, ils ont beaucoup de choses, ils ont la proximité. Nous avons à gérer sur nos territoires, enfin à connaître nos territoires, pour aider les élus locaux à bien gérer et à bien équilibrer leur territoire. Mais il ne faut pas se faire d'illusions, il n'y aura jamais une égalité totale, mais je pense qu'on est là, nous, pour essayer de trouver des solutions, de rapprocher les territoires au niveau, je dirais, de l'équilibre. Yves Crattinger évoquait un dossier important, celui de ce qu'on appelle la désertification sanitaire. Ces médecins qui quittent ces zones défavorisées, ces zones rurales, et ces médecins des villes qui ne veulent pas s'y implanter. Comment résoudre un problème qui prend une acuité de plus en plus importante? Mais c'est d'abord ceux qui partent en retraite, et souvent très tardivement parce qu'ils ne veulent pas abandonner leur clientèle, qui ne sont pas remplacés. Alors, la médecine, elle a ses caractéristiques, mais elle évolue aussi. Elle aura besoin de plus en plus, par exemple, de données qui vont être transmises par le numérique, par la fibre optique. Et donc, on est amené à réorganiser cette médecine dans les territoires autour de maisons de santé, avec des réseaux médicaux, avec des projets de santé, des projets territoriaux de santé. Il y a un vrai mouvement qui s'engage, mais qui demande à être accéléré parce que la pénurie de médecins, elle va se précipiter. Et quelque part, il y a quand même des questions qui sont posées par rapport, disons, à la répartition des médecins sur le territoire. Si la puissance publique n'arrive pas à trouver une réponse à ça, on va se trouver devant une crise, c'est vrai. Alors, une question plus générale. De par la Constitution même, de par la loi suprême, le Sénat entre les mains tous ces dossiers concernant les territoires. C'est la Haute Assemblée des territoires. Est-ce que le Sénat a bien fait son travail sur ces dossiers-là au cours des dernières années, Yves Crattinger? Je pense en particulier à une réforme extrêmement importante pour les territoires, cette fameuse réforme territoriale. Elle m'a occupé pendant de nombreux mois, donc j'aurai du temps pour en parler. On en a peu. Particulièrement, on en a peu. Mais enfin, le Sénat aime les territoires. Ça, c'est net. Aujourd'hui, je dirais que si le Sénat était libre de rédiger la loi, et je l'ai vraiment souhaité, je pense qu'on aurait pu avoir une belle et grande loi de consensus. En tout cas, elle a été débattue, cette loi. Oui, mais le Sénat connaît les territoires. Et s'il avait délibéré sans trop de contraintes extérieures au Sénat, alors il aurait marché, je pense, vers le consensus, parce que dans la mission présidée par Claude Belot et dont j'étais le rapporteur, on était arrivé à un quasi-consensus et on avait encore du travail devant nous. Il aurait fallu encore poursuivre l'approfondissement, trouver encore de nouvelles dynamiques. Aujourd'hui, il y a toujours cette contradiction. Je pense que le gouvernement ne fait pas assez confiance aux territoires. Et pourtant, les territoires ont envie de cette confiance. Ils sont prêts à partager un certain nombre de fardeaux nationaux. La question de la dette qui a été abordée tout à l'heure, on ne peut pas les nier. Mais en même temps, ils appellent le respect. Ils appellent à ce qu'on fasse confiance à l'intelligence du territoire. Et cette intelligence, elle est forte, elle est collective, et on est toujours beaucoup plus intelligent que collectivement qu'individuellement. Éric Deligé, cette réforme territoriale, vous arrivez à la faire passer on évoquait les grands électeurs, chez les élus en particulier, dont il semblerait qu'une majorité soit toujours contre. Oui, vous voyez, ce qui est spécifique sur notre territoire, c'est qu'Yves Crattinger arrive à démontrer que c'est pas bon, et moi j'arrive à démontrer que c'est bon pour mon territoire. Et je pense qu'effectivement, la simplification, la clarification, l'harmonisation, les économies d'échelle, tout ça, c'est extrêmement important. Et moi, j'arrive à très bien la faire passer. Alors peut-être qu'on l'explique chacun à sa manière. Je pense qu'il y a énormément à faire. Je le redis, le monde change, les entreprises changent, nos territoires évoluent, et il faut que le citoyen évolue avec les territoires. Et je suis extrêmement optimiste. Là, je viens de finir un rapport sur la simplification des normes
pour les collectivités, qui, à mon avis, va aussi faire bouger beaucoup de choses trop dans de nos normes, territoires. trop de normes, beaucoup trop de normes. Oui, de beaucoup plus en plus de normes. De plus en Oui, plus. beaucoup. Et ça, c'est une inquiétude pour les élus. Oui, mais justement, je pense, en plus. Oui, mais je pense, enfin en tout cas, j'ai proposé au président de la République la semaine dernière un rapport sur le sujet qu'il m'avait commandé, et je peux vous dire que ça va aller très 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 vite et que ça va être une véritable révolution en matière de normes pour les collectivités. Donc ça va apaiser tout le monde, j'espère en tout cas. Eh bien, on le souhaite. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Il y en a beaucoup des sujets concernant les territoires et concernant le Sénat. Merci de vos analyses. Avant de retrouver notre dernier invité, l'académicien Jean-Marie Rouard, faisons un dernier petit tour de l'info. Il est signé ce soir Bérengère Dinglas. Une épreuve du bac en avant-première sur Internet, c'est ce qui s'est passé hier avec un exercice de probabilité de l'épreuve de mathématiques. Une fuite qui concerne les 165 000 élèves de la série S. Luc Châtel, le ministre de l'Éducation nationale, a décidé de porter plainte tout en excluant d'annuler l'épreuve. L'exercice concerné, comptant sur 4 points, sera neutralisé et la note portera sur les 3 exercices restants. Cesare Battisti restera bien au Brésil. Le pays vient de lui accorder un permis de résidence. Une décision qui intervient quelques semaines après le refus par la Cour suprême d'extrader l'ex-activiste vers l'Italie. Libéré le 10 juin dernier, après avoir purgé 4 ans de prison près de Brasilia, Cesare Battisti a été condamné en 1993 par contumace à la réclusion à perpétuité pour meurtre. Pendant plus de 6 mois, des sénateurs se sont penchés sur le système scolaire et ses expérimentations. Après une tournée dans les régions françaises, ils proposent de tenir compte de la spécificité des territoires, à la fois dans les zones rurales et dans les ZEP. Ils souhaitent également revenir sur une version plus stricte de la carte scolaire. Une grande exposition sur Cézanne et Paris, c'est ce que proposera le musée du Luxembourg cet automne. À l'issue de la réunion de son bureau, le Sénat est revenu aujourd'hui sur le musée du Luxembourg en dévoilant la programmation des prochaines années. L'occasion aussi de faire un bilan sur le nouveau partenariat avec la Réunion des musées nationaux, notamment après l'exposition Cranach. Cette exposition a connu un grand succès auprès des visiteurs, auprès de la presse, et sa fréquentation a été très positive. 2107 visiteurs par jour, ce qui est tout à fait conforme aux prévisions, même peut-être un peu mieux que ce que l'on attendait. Cette réouverture du musée a été tout à fait heureuse et approuvée. Parmi les sorties ciné du jour, Omar m'a tué, un film inspiré de l'histoire d'Omar Haddad. Le 24 juin 1991, Ghislaine Marchal, une riche veuve, est assassinée dans sa villa de Mougins sur la Côte d'Azur. Ces derniers mots, Omar m'a tué, écrits en lettres de sang, désignent le jardinier marocain. Roche Dizem revient sur l'engrenage impitoyable qui mène Omar Haddad à la prison de Grasse pendant 7 ans, avant d'être finalement gracié. Et oui, Omar m'a tué, le dernier film de Roche Dizem. Jean-Marie Rouard, merci beaucoup d'être avec nous. Votre personnage, il est dans ce film que vous avez vu, je crois. Vous vous y retrouvez ? Écoutez, je trouve le film excellent, le film est très efficace, et le film qui est d'ailleurs une adaptation de votre livre, de mon livre, Omar, la construction d'un coupable, va tout à fait dans le bon sens. Donc de ce point de vue-là, je me réjouis. Le personnage qui incarne Omar, Sami Boudia, il paraît qu'il est formidable. Est absolument formidable. Ouais. Donc sur l'essentiel, je souscris à ce film. Pour mon personnage, c'est un peu différent parce que à la fois, c'est à 99%, c'est moi. C'est-à-dire qu'il y a peu de gens qui sont à l'Académie française et qui, en même temps... On peut vous reconnaître, oui, quand même. Oui, vraiment, je crois que là, il n'y a pas beaucoup de... Donc, il y a beaucoup d'éléments, même des éléments très concrets. Le fait que j'ai escaladé le mur de la villa... Pour démontrer qu'on ne pouvait pas y accéder, voilà. Oui. Donc, à 99%, c'est moi. Et évidemment, il y a quelques petits détails pour essayer de rentrer dans une image de moi-même dans laquelle je ne me reconnais pas, d'une sorte de dandy, de bourgeois un peu qui ne sait pas très bien quoi faire de sa vie. Donc je pense que là, il y a eu un manque de subtilité quand même de la part du metteur en scène. En disant que ça reste quand même du cinéma. Hein. Oui, mais comme tout est vrai,
Comme tout est vrai, si vous voulez. Pourquoi est-ce que je serais plus maltraité? Vous savez, j'ai quand même pas mal payé de ma personne. Je sais bien que j'ai été beaucoup attaqué, si vous voulez, mais enfin, j'ai été condamné à 100 000 € de dommages et intérêts, j'ai été viré du Figaro littéraire. J'ai payé de ma personne. Alors pourquoi, disons, sur certains aspects, me maltraiter? Moi, je ne vois pas. Il n'y a pas de raison. Moi, je me suis bats pour la justice des autres, mais il n'y a pas de raison qu'on soit injuste avec moi. Jean-Marie Rouard, vous venez d'une famille de grande bourgeoisie, vous êtes académicien, vous vivez dans ces cercles-là. Comment vous êtes intéressé au cas d'Omar Haddad, qui lui est presque l'inverse de votre condition? Eh bien, justement, c'est par ce principe d'universalité. Moi, vous savez, je ne fais pas la différence, contrairement à ce que je crois, peut-être que je disais, entre un Marocain, sur les couleurs de la peau, la religion. Je m'en fiche complètement. Et socialement, ça m'a toujours... Mais ça ne m'intéresse absolument pas. Vous savez, j'aime la littérature. C'est ma grande passion. Et dans la littérature, vous avez tout. Vous avez des gens comme Gorky, qui est d'origine très modeste. Vous avez Saint-Simon, qui est un duc. Vous avez Chateaubriand, qui est un comte. Mais vous avez Colette, qui est une malheureuse pigiste. Enfin, vous voyez, donc il y a... Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'être humain. Et l'être humain défavorisé. Jean-Marie Rouard, comment vous êtes passé de l'intuition de l'innocence pour vous d'Omar Haddad à la certitude de l'innocence? Ça, c'est une enquête. J'ai longuement, avant d'écrire ce livre, vous savez, j'ai longuement enquêté. Et surtout, je suis parti de cette idée que je garde toujours, c'est que ce n'est pas Madame Marshall qui a procédé à l'inscription. Omar Mathieu, elle n'était pas dans les conditions physiques. En état de le faire. En plus, elle était dans l'obscurité. Et donc, tout est parti de là. C'est-à-dire qu'on a fait des déductions à partir de cette idée que c'était Madame Marshall. Or, c'est impossible. Votre combat, évidemment, continue. Mon combat continue. J'ai essayé longuement de faire intervenir les chefs de l'État, parce que le chef de l'État, j'avais demandé à Jacques Chirac, j'ai demandé à Nicolas Sarkozy, une révision dans l'intérêt de la loi. Pour l'instant, c'est Jacques Chirac qui a fait le geste en accordant une grâce, même partielle, pour Omar Haddad. Oui, mais vous savez, la grâce partielle, c'est pas ce que réclame Omar Haddad. Et moi, moi, je suis dans le même optique qu'Omar Haddad. C'est-à-dire, c'est la révision, parce que vous savez, quand vous continuez d'être condamné par rapport à vos enfants, par rapport à vous-même et par rapport à la vérité, eh bien, vous souhaitez vraiment une révision du procès. C'est-à-dire qu'on soit lavé absolument de tout soupçon. Et vous savez, Omar Haddad a parfaitement compris le combat que je menais en sa faveur. Et un jour, il a dit, Rouard ne m'a pas défendu, il a défendu la justice. Il a défendu la France. Eh bien, c'est exactement le sens de mon combat. Est-ce que vous avez l'impression parfois de défendre quelque chose de plus grand que la simple personne d'Omar Haddad? Bien sûr, bien sûr. Si vous voulez, je n'aurais eu affaire qu'une injustice. Il y en a énormément, il faut bien se redire, il y en a énormément. Mais celle-là me paraissait emblématique, au vu et au su de tous. Et c'est pour ça que j'étais peiné. Je suis peiné vraiment parce que je trouve que on a tous les éléments. On voit toutes les pièces à conviction qui ont disparu. On voit à quel point, moi, quand j'ai réuni des intellectuels, des écrivains, ça a été très facile. C'est-à-dire tout le monde, on sent bien l'opinion. À 70%, l'opinion sent bien que cette affaire a été une affaire qui n'est pas claire. Donc il y a un doute. Et vous savez, quand Jacques Toubon a fait sa réforme sur la réforme des cours d'assises, sur l'appel en cours d'assises, c'est grâce à l'émoi qu'il y avait eu au moment de l'affaire de Omar Haddad. Il est le seul à ne pas en avoir bénéficié. Donc il faut espérer que Nicolas Sarkozy interviendra pour une révision dans l'intérêt de la loi. Et pour l'instant, toutes les requêtes ont été rejetées quand même. Oui, parce que vous savez que c'est très très rare. Une révision, je crois qu'il y en a eu 10 depuis la Libération, c'est très très rare. Et il faut un fait nouveau. Et la difficulté, c'est de trouver un fait nouveau. Vous avez rencontré les proches de la victime, Guylaine Marchal? Non, je dois dire, si vous voulez, moi, ce qui m'intéressait, c'était... moi, je connais la famille Marshall, certains de la famille Marshall, c'est une famille assez nombreuse. Mais le problème, c'est que leur position est très nette, puisque vous savez qu'ils m'ont attaqué et fait condamner à 100 000 € de dommages et intérêts. Ça a été notre seul point de rencontre. Ils sont convaincus, eux, que cette inscription désigne bien Omar. Je suis convaincu du contraire. Voilà, donc nous avons du mal à nous entendre. En tout cas, votre combat, Jean-Marie Rouard, continue pour la justice et pour innocenter, absolument, comme on disait tout à l'heure, Omar Haddad. Merci beaucoup de votre venue ce soir sur le plateau de Public Sénat. C'est la fin de cette édition. À suivre la suite de nos programmes. Je souhaite une excellente soirée sur les chaînes parlementaires sur Public Sénat. Merci.